Ce soir, nous devons nous entretenir avec vous sur la problématique de la sécurité. Donc, notre collègue Ousmane Sidibé va nous entretenir sur la problématique en ce qui concerne le cryptage. Je dois rappeler que ces différents webinaires se tiennent dans un contexte de finalisation de formation de cursus en quelque sorte, parce que tous ceux qui sont intervenus depuis les webinaires sur les réseaux communautaires, en passant par les normes ouvertes, et ces derniers aussi, tous ces webinaires-là s'inscrivent dans un cadre bien précis. Les différents intervenants ont participé à des formations, et pour sanctionner cette formation, ils doivent réaliser un projet. Il y a certains qui ont choisi les webinaires comme étant le projet. Il y a d'autres qui ont choisi, par exemple, la publication d'articles comme étant le projet. Donc, c'est cette activité qui va sous-tendre vraiment la sanction de la formation qu'ils ont suivie. Donc, ce soir, nous devons nous entretenir avec M. Sidibé Ousmane, qui va nous faire le point sur la sécurité qu'on peut avoir grâce au cryptage. Donc déjà, il est 15h10. Nous vous remercions tous vraiment de nous avoir accordé ce temps afin de pouvoir suivre ce webinaire. Donc sans plus tarder et sans plus perdre de temps, je passe la parole à l'intervenant Ousmane pour qu'il se présente rapidement. Et puis après, nous allons nous donner la main pour qu'il puisse partager son écran afin qu'on puisse suivre sa présentation. Ousmane, vous avez la parole. Ousmane? Ousmane, on ne te reçoit pas. Ton micro est fermé. Oui. Voilà, tu peux te présenter rapidement. Après, je te donnerai la main pour le partage de ton écran. Merci. OK. Je suis membre d'ISOC Mali. Je suis formateur pour ISOC Mali depuis 2018. J'ai suivi quelques formations avec ISOC et j'ai dispensé quelques formations aussi sur la gouvernance de l'Internet et j'ai participé à quelques activités de ISOC Mali par le passé. Et aujourd'hui, je me tiens à vous pour vous présenter ce webinaire sur le cryptage. Comment protéger nos données avec le cryptage. OK. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette présentation brève. Sur ce, je te donne la main pour que tu puisses présenter ton écran, partager ton écran plutôt, pour qu'on puisse démarrer directement la session. S'il vous plaît, Youssouf Sow, vous pouvez fermer votre micro? Ah, OK. J'espère que vous voyez tous mon écran. Allô? Oui, Ousmane? Oui, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, on reçoit l'écran, c'est bon. OK. Bon, c'est dans le cadre du programme fondamental ISOC 2021 que je vais faire ce webinaire sur la cryptographie. Et tout d'abord, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que la cryptographie, les différents types de cryptographie, pourquoi la cryptographie. Et suite à la présentation, s'il y a des questions, vous pouvez les noter. Ensuite, on va en débattre après la présentation. Donc, sans plus tarder, on va dire qu'est-ce que la cryptographie. Par définition, ici, on dit la cryptographie, c'est l'ensemble des moyens et techniques utilisés pour
chiffrer les informations entre l'émetteur et le récepteur pour empêcher des intervenants extérieurs d'avoir accès au contenu de l'information, ce qui assure la confidentialité, l'intégrité et la non-répudiation. La cryptographie est utilisée dans plusieurs domaines et c'est pour la protection des données des utilisateurs. Ici, nous voulons expliquer que la cryptographie, c'est l'ensemble des moyens techniques, les ordinateurs, les algorithmes, les applications et les personnes humaines qui y participent. C'est l'ensemble de tout ça qui forme la cryptographie. Et cette cryptographie, elle est appliquée dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'informatique, pour la transaction des données. On a des données médicaux qui sont des données sensibles, et plus précisément, et que tout le monde n'a pas droit à accéder à ces données-là. Et la cryptographie est utilisée dans ce domaine afin de préserver ça. Au-delà de ça, on a des transactions bancaires. Les transactions bancaires nous permettent de transférer de l'argent entre particuliers ou entre différentes entités. Et personne ne veut que ces coordonnées bancaires soient affichées sur le réseau afin que d'autres puissent prendre possession de leur compte et leur déposséder de ce qu'ils ont. Ainsi, dans plusieurs domaines, nous appliquons la cryptographie. Et cette cryptographie assure la confidentialité. Seule la personne qui a droit à accéder à nos données ont ce droit. Au-delà de ça, toute personne extérieure ne peut accéder à ces données, ce qui signifie la confidentialité. On a l'intégrité. L'intégrité qui est que les données qui sont envoyées restent intactes. Il n'y a pas d'altération des données qui sont transmises, ni volontairement ni involontairement, que ce soit par une personne mal intentionnée ou que ce soit par des mécanismes défaillants. La cryptographie nous permet de nous assurer que les informations que nous transmettons restent intactes sans aucun changement. La non-répudiation, qui signifie que la personne qui émet une donnée sur le réseau ne peut nier qu'il a envoyé ces différentes informations. Car avec la cryptographie, nous avons la possibilité de mettre une empreinte digitale provenant uniquement de la personne qui permet de prouver que c'est elle-même en question qui a envoyé le document. Dire que quelqu'un va faire intentionnellement envoyer vos dossiers, soit par exemple un médecin avec qui vous avez eu quelque chose dans le passé, qui outrepasse ses fonctions et ses qualités de médecin en voulant divulguer des informations sur votre état de santé, ne pourra le nier car avec la cryptographie, il y a des procédures qui permettent d'identifier la personne qui a émis les documents qui sont transmis. Donc, toute personne, de sa naissance à sa mort, génère des données à caractère personnel ou données personnelles, c'est-à-dire des informations qui concernent cette personne et permettent de l'identifier. Et la cryptographie permet de protéger les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, on a des données personnelles qui sont privées et des données personnelles qui sont publiques. Des données personnelles publiques telles que votre nom et votre prénom. Ils sont personnels, mais ils sont publics car sans une connaissance préalable de votre nom ou votre prénom, pour le monde extérieur, les gens ne pourront pas vous appeler. Mais les données qui sont privées peuvent être des données médicaux, comme signalé avant, des données bancaires qui sont personnelles et qui sont privées. Au-delà de ça, on a votre date de naissance qui, tout le monde n'a pas droit à le savoir tant que le besoin n'y est pas. Donc, la cryptographie nous permet de protéger ces différentes données-là aussi. Et selon la définition du RGPD, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, après les données, la confidentialité, selon l'Organisation internationale de normalisation ISO, la confidentialité est le fait de s'assurer que l'information est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Donc, toute personne qui n'a pas droit à accéder à votre information ou aux données qui sont transmises ne doivent y accéder. C'est ce qui définit la confidentialité. L'intégrité, comme défini, désigne l'état des données qui, de son traitement, la conservation à la transmission ne subissent aucune altération. Depuis le moment où
vous traitez votre document. Peut-être vous rédigez un contrat de travail pour un employé dans votre service. Depuis le traitement, à la conservation sur votre serveur et à la transmission de votre document à la personne intéressée, que le document ne subisse aucune altération, aucune modification, il ne subisse aucune suppression partielle ou une insertion d'informations qui n'émet pas de vous, ce qui assure l'intégrité. Tel que vous concevez votre donnée, les données restent comme ça pendant la conservation, pendant les phases de transmission, ou une destruction volontaire accidentelle, et conservant un format permettant leur utilisation. Souvent, on peut télécharger des données, par exemple, sur Internet. Au début, les données, ils marchent, surtout des applications téléchargées via le portail web. Mais arrivé à un certain moment, on verra que l'application, elle est inutilisable. Ce qui veut dire qu'il y a une altération de l'application. Soit ça a été fait involontairement, soit vous l'avez téléchargé sur un site où il n'y a pas de protection. Donc, s'il n'y a pas de protection et que vous donnez l'accès à votre ordinateur à quelqu'un d'autre, la personne peut modifier l'application que vous utilisez. Elle assure par des codes d'identification de messages ou des mécanismes de signature numérique. L'intégrité est assurée par des codes qui entrent dans le mécanisme de cryptage. Des mécanismes de signature numérique. Les signatures numériques, c'est comme si les signatures que nous faisons habituellement sur les copies dures, mais ici seulement c'est transposé en numérique. Et ce n'est pas la personne qui est en possession du document qui va signer ça avec son ordinateur, mais il y a des mécanismes qui sont là qui permettent de produire une signature, c'est-à-dire de produire des données émanant uniquement de la personne qui est authentifiée, ce qui permet à la personne de garantir que le données émet de lui si c'est des transactions bancaires pour que le récepteur ait la conviction que le données émet de la personne qui doit l'envoyer. La signature numérique aussi permet de garantir la non-répudiation. Si moi j'envoie un dossier à l'un de vous et après que je dis que ce n'est pas moi qui ai envoyé le document, grâce à la signature numérique qui est faite sur le document, cela prouve que effectivement le données a été envoyé par moi. Même si ce n'est pas moi physiquement, mais du moins, ça a été envoyé par mon ordinateur ou par mon téléphone. D'où on dit que la cryptographie englobe les utilisateurs, les équipements et les mécanismes mis en place pour ça. Donc, après l'intégrité, la non-répudiation, elle vise à éviter qu'une entité puisse nier avoir effectué une certaine action. Son principal mécanisme est la signature à clé publique, une signature sur un message devant en général rester valide. La notion de clé publique, on va en parler un peu plus en avant. Et une signature sur un message devant en général rester valide. Le message et la signature va être mise sur le document. Quand on parle de message ici, on parle de toute donnée qui doit être transmise. Donc, on parle de message. Cette signature, elle est marquée sur le document qui va être transmise et la validité des données à transmettre, ce qui ne doit pas avoir d'altération. Les données doivent rester telles qu'elles sont depuis la création jusqu'à l'envoi. Donc, ça, c'est un peu une brève explication de la cryptographie. Pourquoi la cryptographie? Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en faisant des définitions et en parlant des concepts de la cryptographie. Qu'est-ce qui assure la cryptographie? Comment faire de la cryptographie? Quels sont les mécanismes qui permettent de crypter nos données et d'assurer l'intégrité, la confidentialité et la non-répudiation? Donc, on a deux types de cryptographie en fait. On a la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. D'abord, nous allons parler de la cryptographie symétrique. La cryptographie symétrique, c'est le type de cryptographie qui permet de crypter les données à envoyer, c'est-à-dire de chiffrer les données à envoyer sur le réseau. Mais pourquoi symétrique et asymétrique? Le symétrique ici veut dire qu'il y a une clé qui est utilisée pour crypter, c'est pour chiffrer nos données à envoyer. Et cette clé, elle est utilisée non seulement pour chiffrer, mais elle est aussi utilisée pour déchiffrer, d'où la notion de symétrique.
il y a une symétrie, c'est la même clé qui permet de coder et c'est la même clé qui permet de décoder l'information à envoyer. Et pour la cryptographie symétrique, on va parler d'abord de clé, la clé symétrique. Mais d'abord, une définition qui est également dite à clé secrète. La cryptographie symétrique se caractérise par l'utilisation des clés cryptographiques partagées. La sécurité d'un système utilisant de telles clés repose notamment sur la protection de ses secrets. C'est la seule clé qui est partagée entre l'émetteur et le récepteur. Et donc, pour assurer l'intégrité, la confidentialité, tout cela repose sur la protection de cette clé. Mais cette clé qui appartient d'abord à l'émetteur, l'émetteur doit partager cette clé avec la personne réceptrice. Et cette clé qui va permettre de déchiffrer le message. Donc, souvent, il y a des questions qui tournent dans la tête, d'où, si on doit partager cette clé sur le réseau, comment assurer la protection de cette clé pour ne pas que d'autres personnes puissent accéder à cette clé, d'où une défaillance au niveau de cette méthode de cryptographie. Mais un peu plus en avant, on verra les différentes méthodes qui sont utilisées pour permettre de partager notre clé secrète, de garder la clé confidentielle et cette clé qui va permettre à la personne réceptrice de décoder notre message. Donc, voici le schéma de la cryptographie symétrique. On a ici notre message non crypté, les données qui se trouvent dans votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, quand vous allez envoyer ça à une personne, il y a cette clé symétrique que vous allez utiliser pour crypter le message. Et ici, au milieu, on a notre message qui est crypté. Ensuite, le message est envoyé sur le réseau à la personne réceptrice. Et cette personne va utiliser la même clé que vous avez utilisée ici pour crypter afin de pouvoir décrypter le message pour que le message soit affiché en texte clair. C'est un peu comme le mécanisme de notre porte, la serrure de notre porte. C'est la même clé qui permet de fermer la porte et c'est cette même clé qui permet d'ouvrir la porte. Il n'y a pas d'autres types de clés qui peuvent ouvrir notre porte, à l'exception des clés passe-partout qui sont un peu aussi le phénomène, d'où les cryptanalyses ou les personnes malveillantes qui veulent forcément voir le contenu des messages. Donc, ils cherchent par tous les moyens de trouver une méthode afin de casser le cryptage pour accéder au contenu des données qui sont transmises. Donc, une clé secrète est généralement une suite quelconque de bits de taille fixe. Cette taille de clé est déterminée pour la sécurité du système car on peut former exactement 2 N clés de longueur N. Ces systèmes sont en général susceptibles d'être attaqués de manière générique au moyen d'une énumération de toutes les clés possibles. Ici, on veut expliquer que la clé secrète, elle est formée de bits. Et ces bits-là ont une taille fixe. C'est les 0 et les 1 que nous connaissons dans le monde informatique. On a un nombre fixe de 0 et de 1 possibles qui sont là. Par exemple, si on dit que c'est codé sur 32 bits, on a 0, 1, 0, 1 possible jusqu'à 32 fois. Ça, on a 32 cases qui peuvent prendre des valeurs de 0 ou 1. Et ici, la taille, elle est fixée. Donc, si la taille, elle est fixée, cela nous permet de coder nos données et de les décoder, car on ne peut pas prendre une taille indéfinie, sinon on ne finira pas de générer non seulement la clé, et au-delà de ça, en cryptant aussi nos données avec une clé d'une certaine longueur, tous les ordinateurs ne peuvent pas agir vite sur les données pour les décrypter. Car plus la valeur elle est grande, plus ça demande des ressources. Des ressources telles que la mémoire RAM, la mémoire vive et le processeur. Donc, les particuliers en utilisant des microprocesseurs sur nos ordinateurs, il faut forcément une taille bien fixe qui va nous permettre de travailler avec ces méthodes de cryptographie qui aident à clé secrète. Ces systèmes sont attaqués par des manières génériques.
en énumérant toutes les clés possibles. Si on a 32 bits pour coder, par exemple, donc on a combien de fois de clés possibles sur 32 bits? Donc, les attaques génériques permettent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont énumérer toutes les clés. Par exemple, prenons seulement sur 4 bits. Quand on a 4 bits, on a de 0, 0, 0, 4 fois 0 jusqu'à 4 fois 1. Donc, toutes les valeurs comprises entre ces deux valeurs-là, l'attaque générique va utiliser toutes ces clés sur les documents transmis afin de pouvoir décoder. Si la taille, elle est connue, le nombre de bits, elle est connu. Donc, il suffit d'essayer toutes ces clés possibles là afin de pouvoir déchiffrer. Mais pour cela, on a des longueurs qui sont choisies et des algorithmes qui sont derrière qui permettent de crypter. Donc, la taille de la clé est le nombre de bits effectifs de cette clé, c'est-à-dire le nombre de bits réellement variable. Exemple, 2S. 2S qui est un algorithme de chiffrement utilise des clés de 64 bits, mais seuls 56 de ces bits peuvent être choisis aléatoirement. Les 8 bits restants servent de contrôle de parité. C'est pourquoi on considère que les clés DES ont une taille de 56 bits. Et l'algorithme qui est utilisé ici, dans DES pour chiffrer les données, utilise une clé de 64 bits. Mais comme expliqué, on dit 8 bits restent invariables. C'est des bits de parité qui permettent de faire un contrôle pour voir si les clés sont identiques. Mais les 56 bits restants sont les différentes combinaisons de clés qui peuvent être choisies afin de crypter nos documents. Donc maintenant, pour connaître cette valeur, on fait 2 puissance 56. Et cette valeur va nous donner le nombre de clés possibles pour crypter nos données. Ça, c'est la clé symétrique. Donc, on dit la meilleure attaque pratique permettant de mettre à défaut le mécanisme symétrique employé consiste à effectuer une recherche exhaustive sur l'espace des clés. La taille minimale recommandée des clés symétriques est de 128 bits. Le protocole DES, l'algorithme DES utilise 56 bits de taille variable, mais 64 en général. Donc, mais on dit ici qu'il faut utiliser 128 bits, ce qui est recommandé afin d'assurer une sécurité. Parce qu'avec 56 bits, on a des ordinateurs qui sont performants aujourd'hui, qui peuvent calculer le nombre de clés correspondant à 2 puissance 56 et de pouvoir faire le test sur votre document. Donc maintenant, afin de rendre la tâche plus difficile et le temps qui va permettre de décoder un seul message plus long, ce qui fait qu'on recommande d'utiliser des clés de 128 bits. Donc 2 puissance 128. Donc, ce qui va nous donner le nombre de clés possibles. Donc, une possibilité de clés dépassant des centaines de millions, sinon des centaines de milliards. Utiliser plus d'une centaine de milliards de combinaisons de clés possibles afin de déchiffrer un seul document. Tous les ordinateurs ne sont pas capables de le faire. Ça prendra un temps énorme et ça permet de décourager les personnes qui veulent attaquer nos données ou nos systèmes. Donc, on dit que les clés de 56 bits sont clairement insuffisantes et la capacité actuelle à attaquer les clés de 64 bits aujourd'hui est admise. Une recherche exhaustive sur les clés de 112 bits demeure difficilement concevable à nos jours. L'emploi des clés de moins de 128 bits devrait cependant tendre à disparaître avec l'emploi d'algorithmes modernes tels que AES. On a des ordinateurs capables aujourd'hui de faire des calculs sur les clés de 56 bits. Les clés de 64 bits aujourd'hui, il y a quelques ordinateurs aussi qui sont capables de le faire. Peut-être ce n'est pas les ordinateurs que moi j'utilise ou vous utilisez, mais des ordinateurs un peu plus performants. Mais c'est admis et on peut le faire. Les clés sur 112 bits, ça demeure concevable aujourd'hui parce qu'il y a des ordinateurs qui sont puissants. On a des ordinateurs super puissants qui permettent de faire ces calculs et de faire la comparaison. Donc, raison pour laquelle on utilise des clés de 128 bits. Même les clés de 128 bits aujourd'hui
ils ont une date un peu limitée. C'est sûr que d'ici 2030, on va arrêter d'utiliser les clés sur 128 bits pour utiliser des clés qui utilisent le nombre de bits supérieur à ça, surtout avec l'utilisation de l'algorithme AES. AES 2S et comme AES aussi, c'est des algorithmes qui permettent de chiffrer nos documents avec une clé qui va être partagée entre l'émetteur et le récepteur. Ces deux types d'algorithmes sont utilisés dans la cryptographie symétrique. Mais l'algorithme DES a été abandonné car des tests ont prouvé qu'on peut craquer les clés sur les 56 bits et les 64 bits qui sont utilisés par l'algorithme DES. Au-delà de ces deux algorithmes, après DES, on a l'algorithme 3DES qui utilise 3 fois 54 bits, sinon 3 fois 64 et 3 fois 64, disons. Mais cette technique aussi a été abandonnée au profit de l'AES parce que 3DES et DES utilisent les mêmes algorithmes. Ils sont basés sur les mêmes principes de calcul et tout. Donc, quelqu'un qui parvient à déchiffrer un clé de 56 bits ou de 64 bits a la possibilité, si la personne a un ordinateur un peu plus performant, de décrypter les clés sur 112 bits. Mais les 128 bits sont encore utilisés. Mais dans peu de temps, on va abandonner vu qu'aujourd'hui, la majorité des équipements réseau, des terminaux, des ordinateurs récents et les téléphones même recommandent d'utiliser l'algorithme AES. Peut-être pour les utilisateurs d'iPhone, ils vont voir s'ils sont connectés sur un réseau Wi-Fi, par exemple, et que l'algorithme utilisé pour le chiffrement est autre que l'AES, ça va leur signaler que la sécurité elle est faible et d'utiliser l'algorithme AES à la place de l'algorithme utilisé si c'est un réseau personnel afin de garantir plus de sécurité. Donc, après la clé, on a le chiffrement symétrique. Et le chiffrement symétrique, dans le chiffrement symétrique, on a deux types de chiffrement. Le chiffrement par bloc et le chiffrement par flot. Le chiffrement par bloc, c'est un algorithme traitant les données à chiffrer par bloc de taille fixe. Les deux caractéristiques les plus simples d'un mécanisme de chiffrement par bloc sont la taille effective de la clé ainsi que la taille des blocs. La taille recommandée des blocs de mécanisme de chiffrement par bloc est de 128 bits. C'est comme la clé, on recommande d'utiliser des clés de 128 bits aujourd'hui, mais qui va tendre à disparaître. Le message que vous allez envoyer sera découpé en groupes de blocs et chaque bloc fera la taille de 128 bits. Et ces 128 bits de blocs de données va être prise et combinée avec votre clé d'une longueur de 128 bits afin de chiffrer le bloc de données. Et quand ces blocs de données vont être chiffrés, ensuite, ça va être transmis sur le réseau chez le récepteur. Et le récepteur, il va décrypter votre message bloc par bloc et reconstituer maintenant le texte clair en intégralité pour voir réellement le contenu du message. Donc, le chiffrement par bloc consiste seulement à diviser le message. Peu importe la taille du document ou la taille de l'information à transmettre, elle sera divisée en des blocs de 128 bits qui vont être chiffrés ensuite, qui vont être transmis à la personne réceptrice. Voici un peu le schéma du chiffrement par bloc. Ici, on a notre texte clair qui est en haut ici. Donc, le texte clair est découpé en des blocs de 128 bits comme la taille recommandée. Donc, voici, notre texte clair a été divisé en 3 blocs et chaque bloc elle est utilisé avec la clé ici qui va chiffrer le bloc de données. Et à la sortie maintenant, on verra notre bloc qui est chiffré ici. Le deuxième bloc aussi, pareil, et le troisième bloc. Donc maintenant, ils vont être assemblés pour former le texte chiffré. C'est ce texte chiffré-là qui sera envoyé à notre récepteur. Et à la réception aussi, il va découper ce texte chiffré en des blocs de 28 bits. Et il va appliquer cette même clé qui a été utilisée ici pour chiffrer
pour déchiffrer ces blocs de 28 bits. Et par ordre, il va réassembler les documents après le déchiffrage pour afficher le texte clair. Donc, pendant le déchiffrement, on aura dans le sens inverse ici de la méthode de chiffrement. Au lieu de prendre de haut en bas, on va prendre de bas en haut. On va découper le texte chiffré, l'associer à notre clé de chiffrement ici pour décoder, qui va former le bloc en texte clair de 128 bits. Et quand tous les blocs seront déchiffrés, qui seront réassemblés dans l'ordre pour former le texte clair. Donc, après le chiffrement par bloc, on a le chiffrement par flow. L'algorithme dit des one-time path, c'est qui se résume à une addition de bit à bit du message à chiffrer avec une clé de même taille. Les chiffrements par flow sont des chiffres qui cherchent à imiter les chiffres de Verman en agissant directement sur chaque bit du texte. C'est-à-dire, le chiffrement de Verman ici, souvent on va appeler chiffrement par masque. C'est les cache-nœuds. Un exemple dans la vie courante, un cache-nœud est utilisé pour une personne. Et le cache-nœud ne sera pas réutilisé. C'est un peu le concept utilisé pour le chiffrement par flow. C'est chaque bit des données qui sont transmises sont cryptées par une clé et cette clé ne sera plus utilisée. Donc, peu importe la taille du document à être transmise, si elle est chiffrée par chiffrement par flow, donc à chaque bit, on va ajouter une autre bit afin de le chiffrer, une clé qui a la même taille que la bit qui est prise afin de chiffrer et on le chiffre bit par bit, jusqu'à finir avec le texte. On va l'envoyer et la personne qui va recevoir nos textes chiffrés va utiliser les différentes clés pour chaque bit afin de déchiffrer les bits. Donc, on a un exemple très simple ici. Ce n'est pas l'algorithme utilisé, mais c'est un exemple des algorithmes utilisés avant pour chiffrer bit à bit, c'est-à-dire le chiffrement par flow. Ici, on a, dans l'algorithme utilisé ici comme exemple, on prend le mot hello. Dans l'algorithme utilisé, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le poids de chaque lettre. Quand on parle de bits, chaque bit, c'est-à-dire chaque caractère ici, a une valeur dans l'ordre alphabétique. Et l'algorithme qu'on va utiliser ici en guise de démonstration, on va utiliser le poids de ces lettres-là, plus la clé qui va être générée pour crypter notre message. La clé, elle, a la même longueur que notre message. Donc maintenant, on va utiliser la valeur par lettre ici de notre message et la valeur de chaque lettre aussi de notre clé. Et notre algorithme nous recommande de faire quoi? On va additionner ces deux valeurs-là afin de masquer d'abord le message. Quand on va masquer le message, et après, il faut un système qui va permettre de déchiffrer notre message. Et si la valeur dépasse, le nombre trouvé dépasse la valeur qui peut se trouver dans l'ordre alphabétique que nous utilisons, la machine ne pourra pas trouver la lettre exacte afin de déchiffrer. Donc maintenant, qu'est-ce qui sera appliqué? On va appliquer le modulo 26. Modulo 26 ici, qui veut dire quoi? On a pris par exemple notre mot hello, la valeur dans l'ordre alphabétique de H qui est égale à 7, la valeur de W qui est égale à 22. Ici, on va juste calculer de A jusqu'à Z. A qui correspond à 1, B qui correspond à 2. Mais ici, dans notre calcul, quand on parle de poids, on commence toujours à partir de 0. C'est de 0 jusqu'à 26, à 25, disons. Ce qui va faire 26 caractères. Modulo 26 qui est le nombre de caractères. Mais le poids commence, donc A a le poids 0, B a le poids 1, C a le poids 2. Donc ainsi de suite jusqu'à Z. Z qui va prendre le poids 25. Donc quand on va additionner le poids de H et le poids de W qui va donner 29, on n'a pas un caractère dans l'alphabet français qui est de poids 29. Donc la solution à ce problème, c'est quoi? C'est le modulo 26. On va soustraire 26 à chaque résultat qui va dépasser le nombre de caractères possibles dans l'alphabet.
Donc, le résultat, le reste sera utilisé dans notre texte chiffré. Donc, quand on fait 7 plus 22, ce qui va nous donner 29. Quand on soustrait de 29 26, ça va nous rester 3. Et quand on regarde les poids, A qui donne 0, B qui donne 1, C qui donne 2, D va donner 3. Donc, qui est le quatrième caractère. Mais le poids est égal à 3. Donc, ainsi de suite, le chiffrement par flow va exécuter l'algorithme là sur notre texte. Et au final, ici, notre rendu, c'est quoi? Le texte chiffré correspondra ici à DQNVZ. Donc maintenant, à la réception, c'est cet même algorithme qui va être utilisé avec la même clé afin de pouvoir déchiffrer notre message qui va être envoyé. Et comment ça va se faire? Pour chiffrer, on l'a additionné. Mais maintenant, pour déchiffrer, on va soustraire. Donc, quand on prend le poids de D qui fait 3, moins le poids de W qui fait 22, ça nous donne moins 29. Donc maintenant, moins 29, il n'y a pas de caractère de poids moins et 19, disons. Il n'y a pas de caractère de poids de moins 19 dans l'alphabet français. La solution, c'est quoi? Chaque caractère nombre qui va descendre en dessous de 0, on va ajouter 26. Modulo 26, on va ajouter ici 26. Donc, moins 19 plus 26, ça va nous ramener à 7. Donc, quand on voit 7 dans l'alphabet français, ça va correspondre à la lettre H. Ainsi de suite, quand on fait 16, qui est la valeur de Q, moins 12, qui est la valeur de M, ça va nous donner 4. Donc, 4, ça se trouve dans l'intervalle 1 à 26. Donc, ça correspond à une lettre de l'alphabet français. Donc, 4, quand on prend le poids 4, 4 va nous donner la lettre H, et la lettre E, disons. 4 va nous donner la lettre E. Donc, ainsi de suite, ça va nous permettre de décoder notre message qui reviendra à notre message ici, HE2LO, qui représente Hello. Donc, ça, c'est le système de chiffrement par flow. C'est le chiffrement bit à bit. L'autre, c'est le chiffrement par bloc qui permet de diviser notre texte en blocs de taille de 28 qui est recommandé, qui va utiliser des clés de taille de 28 bits pour coder les blocs et qui vont être rassemblés, former le texte chiffré, envoyé à la réception et qui sera déchiffré. Et par le chiffrement par flow ici, on va prendre bit à bit, c'est-à-dire caractère par caractère, et on va utiliser une clé qui a la même taille que notre texte. Donc, il y a le même nombre de caractères, c'est-à-dire le même nombre de bits, et qui va chiffrer bit à bit et qui va envoyer nos données qui seront cryptées sur le réseau. Donc, l'algorithme d'authentification d'intégrité de message. Le but du chiffrement même, c'est de pouvoir authentifier l'expéditeur, assurer l'intégrité et assurer la confidentialité. Donc, les règles sur les méthodes d'authentification et d'intégrité de messages sont très dépendantes du mécanisme choisi. Certaines règles générales peuvent cependant être émises. Les méthodes symétriques d'intégrité les plus classiques se basent sur des mécanismes de chiffrement par bloc ou de hachage. On utilise de préférence des mécanismes disposant d'une preuve de sécurité. La cryptographie symétrique ici, pour assurer l'authentification et l'authenticité et l'intégrité, ils vont utiliser le chiffrement par bloc, qui consiste à diviser le texte en des blocs, à les crypter et à les chiffrer, et ensuite les transmettre. Mais on a des techniques de hachage qui est différent du chiffrement. Ils vont de pair, ils vont ensemble, mais le hachage est différent du chiffrement. Le chiffrement est un mécanisme qui se fait dans deux sens. On chiffre une donnée et on peut déchiffrer aussi notre donnée ici. Donc ça, c'est le chiffrement. Mais le hachage, c'est un système à sens unique. Quand on hache nos données, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière, c'est-à-dire de décrypter notre hachage afin de trouver notre texte d'origine, notre texte clair à partir du hash, en fait. Donc, le système de hachage est utilisé dans la méthode symétrique
ou soit le chiffrement par bloc. Et ça se repose beaucoup plus sur la méthode qu'on va utiliser dans notre système de cryptographie symétrique ici. Si c'est une cryptographie par bloc, le chiffrement par bloc qu'on utilise, forcément, on va utiliser l'algorithme, sinon les mêmes formules pour chiffrer nos données qui seront utilisées pour assurer l'authentification et l'intégrité. Et si c'est par chiffrement par flow, c'est les mêmes mécanismes qui vont être utilisés. Donc, le chiffrement et l'authentification pour garantir l'intégrité vont de pair. Donc, après ça, on va parler des méthodes. On a 4 méthodes dans le chiffrement symétrique. Mais l'algorithme qui est recommandé aujourd'hui, l'algorithme qui est à la pointe et qui est recommandé par tout le monde, par les cryptanalystes qui sont les professionnels du domaine qui sont là, qui font l'étude même de la cryptographie. Les cryptanalystes sont des professionnels qui étudient la cryptographie. Donc, ils recommandent d'utiliser l'algorithme AES, le chiffrement AES. Donc, le chiffrement AES, comme mécanisme de chiffrement par bloc et des clés distinctes pour la chaîne CBC et d'autres pour le chiffrement dit retrait. Et conformément au référentiel, à condition de ne pas utiliser la valeur initiale. Ici, on a des méthodes de calcul, au fait. Les modes d'intégration sont seulement des différents types de calculs utilisés pour chiffrer à l'aide de l'algorithme qu'on va utiliser. Ces modes de calcul-là, l'algorithme AES utilise le mode qui est appelé CBC. C'est ce mode qui sera utilisé pour implémenter l'algorithme utilisé par AES afin de chiffrer nos données. Mais ici, le référentiel nous dit de ne pas utiliser les valeurs initiales. C'est-à-dire, ça permet de chiffrer non seulement les données, mais aussi ça permet de faire autre chose, en fait. Le protocole nous permet, par exemple, après le hachage, de faire la signature numérique. La signature numérique est une empreinte issue de notre document à transmettre. Donc maintenant, ce n'est pas les mêmes valeurs initiales qui vont être utilisées afin de garantir la signature numérique et de faire le chiffrement du document qui sera envoyé. Donc, ça va produire différentes clés et différentes valeurs qui seront utilisées pour des tâches distinctes. Ce n'est pas les mêmes valeurs qui vont être utilisées même si c'est le même algorithme, mais il va produire différentes valeurs pour non seulement la signature numérique, mais aussi pour le chiffrement du données. Donc, après la cryptographie symétrique, on va un peu parler de la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique, c'est un peu à l'inverse de la cryptographie symétrique. Si symétrique utilise une même clé, la cryptographie asymétrique utilise une paire de clés, d'où la notion de clés publiques et de clés privées, afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la non-répudiation de nos données à transmettre. Par définition, les mécanismes de cryptographie asymétrique reposent tous sur des problèmes mathématiques difficiles, généralement issus de la théorie des nombres. L'idée majeure de la cryptographie asymétrique est que les opérations publiques, le chiffrement, la vérification des signatures, n'ont pas besoin d'utiliser la même clé que les opérations privées, c'est-à-dire les opérations de déchiffrement et la signature. Les opérations publiques, quand j'envoie un document à travers le web, je dois chiffrer le document afin que ça ne soit pas lié. Donc, je vais les crypter avec une clé publique. Et cette clé publique, c'est la clé de la personne réceptrice, au fait, qui va être utilisée pour crypter. Pour la vérification des signatures, la vérification de signature ici va utiliser aussi la clé publique de la personne qui va m'envoyer un document. Par exemple, si moi j'envoie un document, je le chiffre avec votre clé publique. Mais la signature qui se trouve à l'intérieur, vous allez devoir vérifier cette signature
est-ce que la signature là émet de moi? Est-ce que ça émet de mon entité? Donc, pour cette vérification, vous, à votre tour, vous allez utiliser ma clé publique à moi afin de vérifier la signature. Mais pour faire le déchiffrement, on va utiliser les clés privées. On va utiliser les clés privées. Si moi, j'envoie un document crypté avec votre clé publique, pour pouvoir décoder le document, seulement votre clé privée permet de décoder le document, c'est-à-dire de le déchiffrer. Et pour la signature aussi. Si vous voulez signer, ou bien si moi je signe le document qui va être envoyé, c'est ma clé privée que je vais utiliser pour signer et c'est ma clé publique que vous allez recevoir en amont qui va permettre de décrypter et de vérifier la signature. D'où la notion de clé publique et de clé privée. Donc, un peu le schéma, c'est quoi? On dit Bob va envoyer un message à Alice. Le message original est écrit par Bob sur son ordinateur qui va être crypté à l'aide d'une clé publique. Et cette clé publique appartient à Alice. Bob va utiliser la clé publique de Alice pour coder son message. Il aura le message crypté. Et à partir de ce moment, Bob même ne pourra plus décrypter le message. Car la clé qui va permettre maintenant de déchiffrer le message, cette clé appartient à Alice, qui est sa clé privée à elle, qu'elle ne doit partager avec personne. Donc, si le message arrive chez Alice, Alice va utiliser cette clé privée ici afin de décoder le message et voir le message en texte clair. C'est un peu le concept du chiffrement asymétrique. C'est-à-dire, au lieu de partager une seule clé sur le réseau, on va partager une clé publique dont tout le monde a accès. Mais maintenant, si cette clé publique crypte un document, seule la clé privée permet de décrypter ce document-là. Si la clé privée aussi crypte le document, c'est la clé publique là qui appartient à tout le monde qui peut permettre de décrypter le document. D'où ici, quand le document va être envoyé, avant de crypter le document par une clé publique, on a parlé de signature. La signature va utiliser la clé privée de Bob pour signer. Mettre la signature sur le document. Ensuite, crypter avec la clé publique de Alice que tout le monde va voir. Maintenant, il va envoyer le document crypté à Alice. Alice va utiliser sa clé privée pour décrypter non seulement le message et la signature. Donc maintenant, s'il décrypte le message avec la signature qui est là. Donc maintenant, pour vérifier la signature, en ce moment, vu que la signature a été cryptée par la clé privée de Bob, la clé privée de Bob qui est sur le réseau va être prise par Alice et utilisée à son tour pour décoder la signature pour vérifier l'authenticité. Et si, après le décodage de la signature et une comparaison, maintenant, on voit que la signature, elle est vraiment authentique, on va parler maintenant d'authenticité et de sécurité, d'intégralité et de non-altération. Parce que si le message avait été changé en amont, chaque caractère changé va changer la clé au fait. Quand un caractère est changé sur le message crypté, si vous écrivez hello et que vous le cryptez, et que quelqu'un d'autre écrit hello mais avec un seul L, les résultats après le cryptage ne seront pas les mêmes. Du coup, quand Alice va utiliser sa clé privée, elle n'aura pas les mêmes messages. Donc, s'il y a une comparaison à faire, il y aura une différence. C'est un peu le système des signatures au fait. La clé privée va signer, qui va ajouter au document, qui sera crypté par la clé publique de Alice. Et Alice, à son tour, va faire l'opération inverse, faire une comparaison des signatures. Si les signatures sont identiques, donc le message est authentique, ça émet de Bob et il n'y a personne d'autre qui a eu accès à ce document. Donc, le chiffrement asymétrique, on a parlé de chiffrement symétrique. Maintenant, le chiffrement asymétrique, l'idée essentielle du chiffrement asymétrique est que rien n'impose à l'émetteur d'un message chiffré d'être capable de déchiffrer les messages qu'il envoie. L'idée est d'utiliser une paire de clés composée de clés privées et d'une clé publique associée. Si la clé privée crypte, la clé publique seule peut décoder. Si la clé publique crypte, seule la clé privée décrypte.
Et si vous envoyez un document à quelqu'un et que vous cryptez le document avec sa clé publique, dites-vous que vous-même, vous ne pourrez plus décoder ce même message. Seule la personne qui a en sa possession la clé privée aura accès au document décrypté. C'est la seule personne qui pourra décrypter. Ici, on a dit que le chiffrement symétrique se repose sur des problèmes mathématiques, surtout des théories des nombres. C'est un peu les facteurs, en fait, mais c'est à un autre niveau. Ce n'est pas les facteurs simples qu'on va utiliser. Mais l'exemple qui est toujours donné, c'est l'addition de deux nombres pairs, par exemple. Quand on fait 2 plus 2, ça nous donne 4. Donc, quand maintenant on va nous demander de factoriser, quel nombre multiplié par lui-même va donner 4? Tout le monde sait que ça fait 2. Mais quand on va prendre des nombres vraiment qui sont élevés, des grands nombres, par exemple, on va parler de millions, et on va additionner deux nombres pairs en millions, et on va te dire de retrouver maintenant les deux nombres qui ont été additionnés pour trouver ce chiffre-là. Donc, vous vous imaginez, il y a combien de combinaisons possibles et aussi, quelle méthode de calcul va nous permettre de trouver directement la valeur de ces deux nombres-là. C'est un peu l'exemple du problème qui va être pris, transformé en algorithme, qui va être implémenté. Et pour le faire, il y a la notion de données privées et de données publiques. C'est ces données publiques-là qui sont notre clé publique et les données privées qui sont notre donnée et qui sont notre clé privée. Les données publiques qui permettent de faire l'addition. Mais maintenant, pour scinder et trouver le résultat des deux nombres, il faut une autre donnée qui est la donnée privée, qui va jouer le rôle de notre clé privée. La méthode de chiffrement asymétrique s'appuie sur un problème difficile de base. Ce dernier doit être donc en accord avec le niveau de robustesse cherché. L'existence d'une preuve de sécurité apporte des garanties importantes sur la résistance du mécanisme. Donc, il faut trouver un problème mathématique qui est vraiment difficile à résoudre. Ce n'est pas des problèmes tels que les opérations qu'on nous donne peut-être au fondamental ou au lycée, mais des opérations vraiment qui demandent vraiment de la connaissance, qui demandent des données, qui demandent une précision et qui prennent vraiment du temps, qui fait intervenir beaucoup de facteurs. Quand on prend ces problèmes-là avec cet tel niveau de difficulté, ici, on va chercher la preuve de sécurité. Cette preuve de sécurité, c'est quoi? On va chercher maintenant des entreprises de sécurité, des entreprises de développement d'algorithmes, c'est des vrais cryptographes, des cryptologues qui vont essayer maintenant de casser le système, qui vont essayer de déchiffrer un message qui a été crypté avec ce mécanisme-là pour voir la robustesse. Souvent, il y a des entreprises qui vont passer des années à faire le test et qui ne vont pas parvenir. D'autres qui vont pouvoir le faire. Par exemple, avec le chiffrement symétrique, on avait parlé d'algorithmes DES. Donc, on a des entreprises qui ont fait le test d'abord sur l'algorithme DES pour voir sa validité si on doit toujours continuer à l'utiliser. Et il y a deux entreprises qui se sont fusionnées et qui sont parvenues à craquer un document qui a été chiffré par l'algorithme DES en 22 heures. Donc, ce qui prouve qu'il y a une possibilité de retrouver les documents. Et les documents essentiels qui demandent, c'est qui ont la valeur qu'on puisse passer des jours à essayer de décrypter peut-être des documents confidentiels de l'État, par exemple. Si une personne, même s'il doit passer 6 mois sur un document émanant d'un gouvernement et il sait que ce document va lui permettre peut-être de faire changer le gouvernement, la personne est prête à sacrifier les 6 mois en essayant de décrypter le document. Mais si c'est des entités, des grandes entreprises avec des dizaines d'années d'expérience dans la cryptographie qui essayent de forcer ces mécanismes et qui n'y parviennent pas, là, on sera sûr que l'algorithme utilisé pour faire ce cryptage est digne de confiance
et qui est sécurisé, qui va être utilisé jusqu'à ce que quelqu'un d'autre parvient à trouver des failles pour casser le système. Et là, on va essayer de développer aussi d'autres algorithmes plus sécurisés que ceux qui est utilisé. Donc, le chiffrement asymétrique RSAES OAPE défini dans le document KPS 1, volume 2.1 est conforme au référentiel à condition de respecter les règles. Règles factorisation 1, règle factorisation 2, 3 et 4. L'algorithme ici, c'est la cryptographie AES et l'algorithme de chiffrement AES. RSA et AES sont combinés ici. RSA, peut-être pour les administrateurs réseau, surtout avec les routeurs Cisco, lors des formations, on nous apprend toujours quand on veut passer de l'accès à distance sécurisé, on passe de Telnet à SSH, on nous demande de faire une avec la clé RSA. Donc, CryptoKey Generate RSA. Donc, RSA qui est une méthode de cryptographie asymétrique ici, qui est utilisée très généralement au niveau des routeurs, surtout Cisco, qui va être associé à l'algorithme de chiffrement AES. L'algorithme de chiffrement AES qui est un algorithme de chiffrement symétrique. Ces deux vont être combinés pour former le mécanisme de chiffrement RS-AES au A et P, défini dans le document PKCS1. Ça, c'est un document de référence qui établit les règles à utiliser pour implémenter ou pour utiliser un algorithme de sécurité. Et il y a des règles à respecter. C'est pour qu'on parle de règles de factorisation. Il y a différents niveaux de factorisation à respecter. Tant que tu n'arrives pas à respecter ça, c'est que l'algorithme que tu veux implémenter n'est pas conforme. Et si ce n'est pas conforme, il faut se mettre toujours en tête que c'est facile pour d'autres personnes de décrypter l'algorithme que tu vas implémenter. Donc, c'est un peu le schéma du chiffrement. On a notre éditeur ici qui écrit notre texte clair. Le message est en clair. On va utiliser la clé publique de Alice qui va être ajoutée à notre message en clair. C'est qui est utilisé par l'algorithme. L'algorithme utilise la clé de Alice, la clé publique de Alice, combinée au message pour chiffrer le document. Et le résultat va nous donner le message chiffré. Et donc maintenant, pour déchiffrer, l'algorithme qui a été utilisé ici, c'est ce même algorithme qui va être utilisé pour déchiffrer. Mais à l'inverse, au lieu d'utiliser la clé publique, on va utiliser la clé privée de Alice maintenant pour pouvoir déverrouiller. C'est comme si la clé publique ici va servir de serrure et la clé qui permet d'ouvrir la serrure sera la clé privée. Et c'est cette clé privée qui va être gardée confidentiellement par Alice, qui sera utilisée ici pour décrypter dans l'opération inverse. Donc la signature asymétrique. Elle permet de garantir l'intégrité des messages sans utiliser de clés secrètes partagées entre l'émetteur et le destinataire. Elle permet également d'assurer une authentification forte de l'émetteur du message en empêchant ce dernier de nier par la suite avoir envoyé le message. On parle de propriété de non-répudiation. Donc, dans l'autre cas, on a utilisé une seule clé qui va nous permettre de chiffrer, de déchiffrer. Et pour la signature aussi, c'est cette même clé qui va être utilisée. Mais ici, ce n'est pas une seule clé, mais c'est deux clés qui vont être utilisées. J'envoie un message à mon récepteur, je vais communiquer. Il m'envoie OK, il m'envoie sa clé publique. Moi, à mon retour, je lui envoie ma clé publique. Donc, on détient tous les deux notre clé publique. Et si quelqu'un d'autre écoute sur le réseau, prend ces deux clés publiques-là pour le garder, la personne peut le faire. Mais maintenant, le message que je vais envoyer et la signature que je vais faire là-dessus, cette signature-là, je vais l'écrypter avec ma clé publique, à moi d'abord. Je vais l'ajouter au document en texte clair. Le document haché, par exemple, si je l'ajoute au document haché, je vais crypter avec la clé publique de mon interlocuteur.
Donc maintenant, la personne qui écoute sur le réseau et qui a pris nos deux clés publiques ne peut rien faire avec ces clés publiques-là, car la clé publique ne peut pas déchiffrer le message que je suis en train d'envoyer. Donc, à la réception, mon interlocuteur, il va utiliser d'abord sa clé privée pour déchiffrer. Donc, quand il déchiffre, maintenant, il aura le message et la signature. Et cette signature qui a été faite avec ma clé privée. Donc, maintenant, pour déchiffrer, la clé publique que je lui ai envoyée, elle va utiliser cette clé publique-là pour déchiffrer le message. Et donc, maintenant, je ne peux le nier car c'est la clé publique que j'ai émise qui a été utilisée pour déchiffrer. Et pour ce faire, uniquement, c'est la clé privée qui a crypté. Sinon, la clé publique ne pourra pas le faire. Donc, la notion de signature ici, on a donné fonction de hachage, l'empreinte. L'empreinte est ajoutée à notre document pour le certifier. Liaison aux données. Les données est signées numériquement. Pour la vérification, il reçoit les données avec la signature. Le données est là. La signature qui est là, la personne va garder, déchiffrer la clé publique du signature. C'est-à-dire, il va utiliser ma clé publique pour déchiffrer. Quand il va pouvoir le déchiffrer maintenant, il aura l'empreinte que j'ai mis qui est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le document. Il va hacher le document à son niveau aussi. L'empreinte qu'il va avoir, c'est cette empreinte qu'il va comparer avec l'empreinte que j'ai ajoutée, c'est-à-dire la signature que j'ai ajoutée comme ma signature. C'est ce qu'il va utiliser ici. Donc, quand il aura ça, maintenant, il va comparer les deux. Si c'est identique, c'est que le document émet de bon, donc c'est la non-répudiation. Donc, l'authentification d'identité d'établissement, le mécanisme interactif authentifie et le mécanisme interactif d'authentification d'identité, disons, et d'établissement de clés repose en général au moins partiellement sur le mécanisme de génération d'aléas, de hachage, de chiffrement ou de signature de clés. Donc, l'authentification, la génération de clés, c'est-à-dire ça se repose sur le hachage et la signature et la clé publique. C'est ces différentes données-là qui sont utilisées afin de pouvoir authentifier et garantir l'intégrité et l'authenticité de notre document. En pratique, les mécanismes d'authentification et d'établissement de clés sont généralement utilisés de concert, car d'une part, établir une clé avec une personne dont on ignore l'identité a peu d'intérêt, et d'autre part, une simple authentification apporte peu. Donc, on va combiner le tout. Je vais parler à la personne, je vais parler avec lui. La personne va s'authentifier. Il va m'envoyer sa clé publique et on a des autorités qui sont là, qui nous permettent de détenir ces clés-là. Et c'est les autorités d'authentification. Et à leur tour maintenant, je vais vérifier, je vais coder avec sa clé, je vais l'envoyer et la personne va avoir avec sa clé privée. Mais tant qu'on ne combine pas le tout, peut-être si je crypte seulement et que j'envoie et ma clé aussi est en ligne, toute personne peut prendre et décrypter le message. Et après, je demande c'est qui, il me dit, ah, c'est moi. Qu'est-ce qui me prouve que c'est la personne? Qu'est-ce qui authentifie que c'est la personne? Donc, il faut forcément la clé de la personne. Cette clé qui émet d'une autorité d'authentification qui a donné le certificat à la personne. Je vais vérifier la validité du certificat d'abord. Oui, vraiment, c'est la personne qui s'est authentifiée au sein de telle entité d'authentification qui possède ce certificat. Il m'a envoyé sa clé publique. Je chiffre avec ça et j'envoie à la personne. La personne aussi, à son tour, va faire la même vérification pour savoir oui, réellement, c'est moi et ensuite déchiffrer pour voir le contenu du message. Donc, le fonction de hachage, le mécanisme de hachage cryptographique doit avoir plusieurs propriétés telles que la résistance à la recherche-collision par une fonction de hachage de 256 bits. Les règles en termes de taille d'empreinte sont directement déduites de celles appliquées en cryptographie symétrique.
critères de sécurité employés pour juger de la qualité d'une fonction de hachage est l'absence de collision connue. Ici, on veut parler de collision, c'est-à-dire la reproduction de la même clé. Donc, il y a combien de chances de reproduire une même clé à partir d'un autre document? C'est de ça seulement qu'on veut parler. Et ici, on demande de prendre jusqu'à 256 bits. Donc, pour connaître cette valeur, il suffit de faire 2 puissance 56 pour connaître la valeur exacte du nombre de clés. Donc, c'est-à-dire, on veut ici que la fonction de hachage qui va être utilisée, le mécanisme doit utiliser des propriétés qui vont nous permettre de réduire au maximum le nombre de clés identiques qui sera retrouvé sur le réseau. Donc, on a les générateurs d'aléas cryptographiques. La cryptographie fait un usage intensif des données aléatoires, typiquement afin de générer des clés, mais également pour bien d'autres applications comme dans les opérations de formatage de messages avant chiffrement ou signature. La qualité des données aléatoires utilisées est parfois critique en termes de sécurité et nécessite de disposer des données aléatoires de qualité. Une source d'aléas désignera un dispositif susceptible de fournir en entrée du traitement des éléments au moins partiellement aléatoires. Une source d'aléas est physique s'il s'agit d'un générateur physique d'aléas. Donc, c'est un dispositif physique spécialement conçu pour ça. Donc, on a systématique si elle correspond à une accumulation d'événements partiellement imprévisibles provenant du système. Donc, elle est importée s'il s'agit de données secrètes parfaitement aléatoires, spécialement fournies par le reste du système, ou si elle est manuelle, il s'agit de données aléatoires secrètes obtenues par action intentionnelle d'un utilisateur, le mouvement de la souris, ou bien quand la personne touche le clavier. Donc, on note que selon les cas de source d'aléas peuvent être disponibles de manière régulière ou au contraire ponctuelle. C'est les générateurs d'aléas pour générer des clés. On a la possibilité d'utiliser ce genre de trucs, mais il ne faut pas que on reproduise la même clé. Donc, quand c'est un générateur externe, il y a un autre dispositif qui génère les clés. Quand c'est le système qui fournit, et quand c'est les mouvements de l'utilisateur qui fournissent les clés. Donc, ça peut être régulier quand c'est un mécanisme extérieur, mais quand c'est ponctuel, peut-être quand il y a un changement dans le système qui va produire les clés, ou bien quand il y a un mécanisme qui est déclenché, qui va produire la génération de clés, c'est d'où on parle de régulière et de ponctuel. Donc, la gestion de clés. La gestion des clés est un problème à part entière qui se relève parfois aussi complexe. On a les clés secrètes symétriques. La gestion des clés peut être plus ou moins simple selon les applications. Dans le contexte de mécanismes symétriques, la principale difficulté réside dans la distribution des clés afin de permettre aux correspondants de partager des mêmes secrets initiaux pendant que les attaques potentielles ne les aient interceptés. Les clés communes ne doivent pas être confondues avec les clés maîtresses, utilisées afin de générer des clés dérivées. Dans ce cas, seules les clés dérivées sont présentes dans les produits et pas les clés maîtres ayant permis leur génération. C'est-à-dire, on dit le partage des clés, mais à vrai dire, la clé que nous possédons, ce n'est pas cette clé qui est mise sur le réseau, mais cette clé produit des copies de clés au fait. Ça produit d'autres clés de même taille qui vont être émises. C'est notre clé qui nous a été donnée par notre autorité d'authentification. Elle est notre clé qui va générer les clés à utiliser. Ce n'est pas la clé qui nous a été donnée par notre autorité, mais cette clé va produire des copies des clés au fait qui seront utilisées. Dans la clé bisymétrique, on a des infrastructures, c'est-à-dire ces clés-là sont de deux types, les clés privées et les clés publiques. Une infrastructure de gestion des clés est en général construite de manière hiérarchique, chaque clé publique étant certifiée par une clé de rang immédiatement supérieur jusqu'à l'arrivée d'une clé racine. Donc ici, la clé racine, c'est la clé qu'on a. Notre clé qu'on a. C'est à partir de cette clé qu'on va utiliser, on va produire d'autres clés. Mais maintenant, pour changer, c'est notre autorité d'authentification qui va nous donner d'autres clés, c'est-à-dire de type racine, qui va nous permettre de changer
c'est-à-dire cette clé. Le rang, là, ça dépend du niveau. La clé qui est sur le réseau est de rang inférieur. La clé qu'on possède est de rang supérieur. Et la clé que notre autorité d'authentification possède, c'est la clé de rang supérieur. Et seulement, c'est quand on a des clés qui émettent des rangs supérieurs qui permettent de remplacer la clé qu'on a. L'emploi d'une même biclé a plus d'un usage, par exemple pour chiffrer et signer, est une source d'erreur grave. Les règles de gestion ASIN 2 indiquent la nécessité de dimensionner le système de manière à ce que les cibles privilégiées d'attaque comme les clés racines soient suffisamment robustes. Donc, on ne peut pas utiliser, comme dans la symétrie et dans le chiffrement symétrique, on n'utilise pas les mêmes clés produites à chaque fois, mais on va changer chaque fois de clé. Même si c'est sur un seul document, on ne va pas utiliser la même clé privée et publique pour chiffrer et pour signer. Donc, ça va produire deux paires de clés, une qui sera utilisée pour signer et l'autre qui sera utilisée pour chiffrer. Donc, c'est un peu le mécanisme des clés et comment fonctionnent les deux types de cryptographie symétrique et asymétrique. Donc, ça a pris un peu de temps un peu pour expliquer, mais je vais donner la parole maintenant aux uns aux autres s'ils ont des incompréhensions afin de pouvoir parler et de poser leurs questions. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Ok, merci beaucoup Ousmane pour cette brillante intervention. Il faut reconnaître que la session a été extrêmement riche en termes d'informations. Nous avons eu beaucoup d'informations par rapport au cryptage, les différents types de clés, les différents types de cryptage, à savoir le cryptage symétrique et asymétrique. Je dois rappeler aussi que le gouvernement du Mali s'est doté aussi d'une instance qui va gérer également toutes les questions concernant la certification et la signature numérique, qu'on appelle le service de certification et de signature numérique. Donc, c'est un service qui est extrêmement important. Comme il vient de le dire, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui vient de déployer, de nous étayer, il faut reconnaître que c'est extrêmement important parce que sans ça, les banques, tout ce qui est services sensibles et autres, avec le numérique, ça va être très, très difficile. Et réellement, quand la population n'a pas confiance au numérique, ce n'est pas évident réellement que les gens y adhèrent. Donc, sans perdre assez de temps, nous allons prendre des questions s'il y en a. Ceux qui ont des questions, ceux qui ont des points obscurs à éclaircir, ou bien ceux qui ont même des contributions, ils peuvent lever la main pour prendre la parole. Donc, sur ce, on ouvre le débat pour ceux qui ont des questions à poser. Il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a tout compris. Je présume. Okay. Bonsoir, Président. Oui, Zoumana. Vas-y. Nous remercions vraiment M. Sidibé pour la qualité et la clarité du sujet. Et nous avons vraiment assisté à une présentation très pointue. On sent que c'est un professionnel de leur domaine. Donc, on le remercie beaucoup et bon vent pour la... Vas-y. Merci beaucoup, Président. Ok, merci beaucoup, Zoumana. Ok. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres intervenants. Il y a certains qui étaient en train de m'appeler par téléphone parce qu'ils avaient des petits problèmes d'accès pour entrer dans la salle. N'a-t-il pas d'autres questions? Je crois que Sylvie doit avoir une question. Maintenant, moi, j'ai une question, Ousmane. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que réellement, parce que vous avez parlé, c'est-à-dire des entreprises qui vont tester, c'est-à-dire des codes cryptés et autres pour voir un peu sa robustesse. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui,
les dernières normes en matière de cryptologie ou bien en matière de cryptage, c'est-à-dire qui sont en vigueur, est-ce que si on les implémente comme il le faut, est-ce qu'il y a une possibilité de les déconstruire? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la question. Quand on se souvient un peu, il y a eu des bruits entre le gouvernement américain et puis la société BlackBerry. Et puis, à un moment également, il y a eu des problèmes entre le gouvernement américain et la société Apple, où on voulait vraiment qu'ils déchiffrent le contenu des téléphones d'un certain nombre de leurs clients. D'utilisateurs, oui. Des utilisateurs. Donc, Apple a complètement refusé. Donc, il y a eu beaucoup de tiraillements par rapport à cette affaire. D'autre part encore, quand on analyse bien la question au niveau international, c'est-à-dire au niveau global, au niveau mondial, on voit qu'il y a un débat autour du cryptage parce que le gouvernement, il faut reconnaître, sont contre le cryptage. Ils veulent pas effectivement. Pour la toute simple raison que eux, ils pensent que, par exemple, les terroristes et les autres, les malfaiteurs, peuvent vraiment s'en servir pour essayer de planifier des attentats, en un mot, pour essayer de commettre du mal uniquement. Donc, eux, ils ne veulent vraiment pas que le cryptage avance. Par contre, nous, au niveau d'Internet Society et puis au niveau de beaucoup d'autres organisations, on se bat pour vraiment le développement du cryptage. Donc, alors, je repose la question, est-ce que si les dernières normes en vigueur sont implémentées comme il le faut, est-ce qu'il y a une possibilité de les déconstruire? Merci. Si les dernières normes qui sont demandées par ces institutions-là, par les cryptanalystes, sont implémentées au niveau de chaque équipement et au niveau de chaque entité, il n'y a pas un moyen d'accéder. C'est un peu le cas qui s'est arrivé chez Apple. Quand Apple a mis en place les derniers mécanismes en vigueur et que le gouvernement américain n'est pas parvenu à casser le système au fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tel qu'en Inde, par exemple, et en Chine, la Chine qui utilise le grand firewall, c'est-à-dire ils mettent en place des politiques, des lois au sein de ces États qui va obliger ces instances-là qui gèrent les autorités d'authentification qui fournissent les clés, au fait, qui va permettre à tout un chacun de crypter ces données à envoyer et dans l'utilisation, à fournir un centre de clés où ils vont stocker les clés publiques. Donc, en cas de besoin, pour qu'ils puissent aller chercher la clé de la personne intéressée et accéder au contenu des documents que la personne transmet ou de ce que la personne a en sa possession. Ça, c'est le cas de la Chine, qui est le grand firewall. Donc, le firewall qui est là en Chine, ces différents firewalls, c'est des politiques qu'ils ont mises en place qui vont vérifier le contenu de tout message qui transite au sein de la Chine. En Inde, l'Inde a pris des dispositifs et a voté une loi au sein de son assemblée qui exige à donner des copies des clés qui sont utilisées par des instances d'authentification. Sinon, quand on l'applique sans fournir une copie de nos clés et en respectant les règles décrites dans les documents, il n'y a pas moyen que l'on puisse accéder à ces données-là. Sauf si les personnes qui veulent y accéder passent par l'ingénierie sociale en se servant de la personne même qui utilise l'ordinateur afin d'accéder physiquement à son ordinateur. Ou la personne qui le fait par malveillance expose des données confidentielles de son ordinateur via des liens non sécurisés. Sinon, si on va sur des sites et sur des applications qui utilisent ces normes et que nous aussi, notre entité ou bien nous-mêmes en personne ou l'entité par laquelle nous passons se sont authentifiés chez des instances d'authentification accréditées qui mettent en vigueur les dernières normes mises en vigueur, il n'y a pas moyen que quelqu'un d'autre puisse accéder au contenu de nos documents. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Y a-t-il d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, Ousmane, on te donne 1 minute pour conclure. On peut dire que la cryptographie, c'est le moyen aujourd'hui que tout un chacun doit adopter, chaque pays, chaque instance, chaque institution,
afin de protéger les documents, de protéger les transactions, de garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité. Et à travers la cryptographie aussi, on peut lutter contre les usurpations d'identité sur les réseaux. Et comme l'un des combats de ISOC aujourd'hui, qui est de garantir la confiance sur les réseaux. Et en utilisant aujourd'hui les dernières normes de cryptographie, cela va beaucoup nous permettre de garantir la confiance et l'intégrité sur les réseaux, car si personne d'autre ne peut te mettre à la place de quelqu'un à cause des systèmes de cryptographie qu'ils ont mis en place, là, forcément, on va reprendre encore plus de confiance, tel que sur les sites de vente, le e-commerce aujourd'hui, qui connaît vraiment un bouleversement par les arnaqueurs et autres là. Mais si tout le monde se mettait à chercher à comprendre vraiment qu'est-ce que la cryptographie, comment l'utiliser et qu'est-ce que ça apporte, ça va beaucoup aussi sauver ceux qui font le e-commerce, car ils auront à s'identifier chez une instance qui est accréditée, qui est reconnue de tous et qui va permettre aussi de fidéliser ses clients et qui va permettre de garantir la confiance sur le réseau. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on peut survoler sur la cryptographie sans entrer trop dans les détails techniques. J'espère que les uns et les autres ont pu comprendre un peu suite à l'exposition que j'ai faite. Merci. OK, merci beaucoup. On rappelle que vraiment l'exposé a été très, très enrichissant. Les gens ont beaucoup appris. Nous en profitons également pour faire des annonces parce qu'on a la publication de notre rapport qui doit se tenir le jeudi en 8, c'est-à-dire le jeudi 8. Donc, oui, c'est le jeudi 8 à 14h30 au niveau de l'amphithéâtre de la Bibliothèque nationale. Donc, nous vous invitons tous et nous vous invitons à inviter aussi vos camarades de connaissances pour qu'ils puissent venir assister à la publication de ce rapport qui est extrêmement important. Parce que nous allons également faire une publication par web-conférence comme la dernière fois, parce qu'il y a à peu près 8 localités qui s'étaient connectées au web pour suivre avec nous, et nous allons faire la même chose. Donc également, nous avons des webinaires en vue. Ousmane a parlé quelque part du RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Nous sommes en train de préparer un webinaire sur le RGPD avec une spécialiste depuis la France. Pour le moment, on n'a pas le jour, mais on vous communiquera bientôt. Donc, il y a également un autre webinaire qu'on est en train de préparer avec M. Yazid, qui sera également axé sur le DNSSEC. Donc, nous vous invitons vraiment à rester connectés sur nos différents canaux de communication. Et bientôt, nous allons vous revenir avec les compléments d'information tels que les liens et les autres aspects. Donc, sur ce, on vous remercie tous vraiment pour le temps que vous avez accordé afin de suivre ce webinaire. Et nous rappelons également à l'intervenant que son intervention a été très, très enrichissante. Nous avons beaucoup appris. Donc, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on vous dit bon après-midi à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Merci également à Dula et Makifai de Internet Society qui est en train de diffuser ce webinaire en direct sur live, sur le compte de iShock Live. Les uns et les autres pourront regarder après, à partir de ce compte. Nous-mêmes, on va essayer de republier le lien pour que les gens puissent aller là-dessus. Donc, merci à tous vraiment pour nous avoir assistés pendant ce temps et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Okay, bonne soirée.